thème. Donc je vais appeler Monsieur Cogan de la Chambre d'agriculture, Monsieur Tonnerre, Monsieur Solaro. Oui, vous vous asseyez. Monsieur Maubian, Monsieur Mélazin et Madame Guérin et Monsieur Baudu, pardon. J'écris mal, j'arrive pas à me relire. Donc ce que nous vous proposons dans cette deuxième partie d'après-midi, c'est d'avoir des témoignages d'acteurs qui interviennent dans nos territoires, que ce soit sur le Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine, on n'en a pas, mais... Ah si, pardon, si. Voilà. Donc on a tous les départements bretons qui sont représentés. Voilà. Donc chacun va vous présenter son action au quotidien, et ensuite nous pourrons échanger avec eux, leur poser des questions sur la façon dont ils fonctionnent, les difficultés qu'ils rencontrent, comment ils voient l'avenir un peu de leur activité. Et donc je compte sur vous pour enrichir cette deuxième partie d'après-midi et sur des témoignages qui seront certainement très intéressants. En tout cas, j'espère qu'ils vont vous intéresser. Donc, on va commencer par la Chambre d'agriculture et Monsieur Cogan qui va nous présenter ce qui est à l'œuvre aujourd'hui au niveau de la Chambre d'agriculture, qu'on ne perçoit pas toujours forcément parce qu'on voit souvent les mauvais exemples, mais il y a quand même des actions qui sont à l'œuvre. Donc, je vous passe la parole, Monsieur Cogan. On reste assis, comme vous voulez. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est vrai que j'ai écouté assez attentivement ce qui a pu être dit précédemment, et on a entendu des propos des uns et des autres, quelquefois un petit peu durs, je veux dire, pour le monde agricole, mais toujours, j'espère, dans la recherche d'une qualité d'eau qui s'améliore. Donc moi, je suis président de la Chambre d'agriculture depuis le printemps, agriculteur en bio à Dinéol depuis 20 ans. Donc on vient de commencer notre 21e année en GAEC avec mon fils, et président de la Chambre d'agriculture, donc de tous les agriculteurs et de toutes les agricultures. Et... j'entendais un tout petit peu dire le modèle breton, mais j'ose pas dire, il n'existe pas le modèle breton, puisque aujourd'hui, sur 150 installations qu'il y a par an, 140 à 150, le département du Finistère est un des départements qui installe le plus d'agriculteurs en France. On a une diversité de l'agriculture et des installations et des projets d'installation qui sont relativement incroyables. Alors, pour certains, on les dit atypiques. Qu'est-ce que veut dire le mot atypique ? Je vais dire, voilà, on a un tiers des installations qui sont également en bio. On a multiplié par 3 la production laitière de lait bio depuis 10 ans. Et on a aujourd'hui une dynamique et non des moindres. On a une complémentarité dans les techniques aujourd'hui de culture et d'élevage entre les bio et les conventionnels, je veux dire l'agriculture classique. Et dans une démarche d'agroécologie, la Chambre d'agriculture est totalement... enclin à rentrer dans cette dynamique d'utiliser moins pour produire autant, sinon plus, mais le plus naturellement possible. Donc en utilisant les facteurs, la photosynthèse, la mécanique, etc. Et quelquefois on renie un petit peu et on met au pilori ce qui a pu être fait. Je veux dire qu'on a eu une révolution verte des années 60. Il ne faut pas oublier que la France, après-guerre, avait quand même faim. Aujourd'hui, on juge l'agriculture tous en se levant avec le ventre plein le matin. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile d'être juge quand on a le ventre plein que quand on a faim. Et c'est un peu dommage, parce que le tracteur a remplacé comme le cheval. Il fallait 1 hectare pour nourrir un cheval. La chimie a remplacé la binette. Il faut se rappeler ce que nos grands-parents ont vécu quand même dans les campagnes il y a 60, 70 ans, 50 ans. C'était quand même un métier pénible, astreignant, pas toujours valorisé en plus. Et pas plus maintenant. Et la deuxième révolution qu'on a aujourd'hui, c'est la révolution de la transition climatique.
c'est comment le monde agricole s'inscrit et est déjà inscrit dans l'évolution de ces pratiques, donc de stockage de carbone, diminution de gestes, biodiversité, la compétitivité, parce que si on n'est pas compétitif et si on n'est pas au regard des autres pays, on a du mal à exister. Et puis, bien entendu, d'avoir un métier qui soit accepté et acceptable de la société et qui soit pérenne et durable. Donc, de dire que c'est plus facile d'être à l'emporte-pièce et de critiquer que d'être force de proposition. Je prendrai quelques exemples. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous qui portez du coton sur vous, c'est quand même la culture qui absorbe le plus de glyphosate au monde, quoi. Voilà, c'est incroyable. C'est la première culture d'utilisation du glyphosate au monde, c'est le coton. Et on en a tous sur soi. La deuxième, c'est le soja. Donc en France, on a diminué la consommation de soja de 20% avec l'utilisation du colza. Donc aussi utiliser moins de... Et la France est un des pays qui utilise le moins de glyphosate au monde et des quantités relativement réduites à chaque fois. Et je vais donner quelques exemples. Et quelquefois, il faut faire attention de vouloir trop critiquer et dire que c'est mauvais. Il y a des gens, quand ils sèment du colza, donc justement fin août, début septembre, ils le sèment ensuite au printemps 2-3 kilos de trèfle blanc avec. Quand ils moissonnent le colza l'année suivante, au mois de juillet, les cannes de colza sont broyées, puisque c'est moissonné relativement haut, et le trèfle se développe. Ensuite, ce trèfle-là est récolté en fin d'été. Il y est mis une dose relativement réduite d'un demi-litre à 0,8 litres de glyphosate à l'hectare, et ce n'est pas 10 ou 15 litres comme dans les pays d'Amérique latine, pour calmer le trèfle, on va dire l'endormir, et semer directement dans une petite ligne de semis en semi-direct la graine de blé. Et quand le blé est récolté, le trèfle qui n'a pas été tué reprend son activité, refait un couvert, et donc enlève toute érosion et enlève toute pratique d'utilisation d'énergie fossile, mais de façon très très réduite. Et ce sont des permaculteurs céréaliers ou de culture à grande échelle, quoi. Je veux dire, c'est pas juste un petit jardin où on fait du paillage. C'est une forme de paillage, le trèfle. Et donc aujourd'hui, de par la décision de l'État français de supprimer le glyphosate, il faut trouver des alternatives pour continuer à faire comme ça. Parce que moi, en bio, par exemple, quand je défais des prairies, j'utilise un rotavator, je défais la prairie, je laboure, et je retravaille la terre et je sème. Parce qu'en bio, comme on n'a pas d'alternative chimique, c'est le processus pour pouvoir avoir un minimum une céréale propre. Alors vous pourrez dire, mais vous n'avez qu'à ne pas semer de céréales, vous faites que de l'herbe. Sauf que je suppose qu'aucun d'entre vous ne mange de l'herbe. Je veux dire, si on fait des céréales, c'est bien pour faire du pain, c'est pour faire des pâtes, c'est pour faire des crêpes. Parce que sur notre exploitation, on fait de l'épeautre, on fait du petit engrain, on fait du sarrasin et on fait un petit peu de blé panifiable. Et comme on est producteur de lait, on a une centaine de vaches laitières. C'est bien la rotation des prairies et les amendements organiques qu'on fait par le fumier qui font qu'on est capable d'avoir une production de céréales en bio qui soit à minimum suffisamment rentable. Et c'est bien le processus du stockage qu'on a eu avant de matières fertilisantes qui font qu'on peut faire des cultures, puisqu'on n'utilise pas d'engrais. Et donc, vous voyez, moi, je vais utiliser de la mécanique matérielle qui va nécessiter un taux de fossiles assez important pour fabriquer toutes ces machines-là et puis pour les utiliser aussi. Et je me dis, mes collègues qui font la permaculture et qui utilisent un demi-litre de glyphosate 2 fois par an ou 1 fois par an, je me dis, ils sont dans le bilan carbone global, ils sont peut-être pas plus mauvais que moi, sinon mieux, quoi. Mais c'est pas pour ça que je fais l'apologie du glyphosate, c'est juste pour donner un exemple et un contre-exemple, quoi. Et que quelquefois on est juge et puis on juge facilement, quoi. Et autrement, il est évident que l'agriculture est engagée dans le changement climatique, puisque nous, le climat, c'est le premier des aléas avec le prix de nos matières produites qui va influer les résultats des exploitations. Et donc c'est vrai que l'adaptation au changement climatique, c'est une cause première de l'évolution de nos techniques. Et donc on doit travailler tous les jours sur la qualité de l'eau et tous les jours sur la quantité de l'eau. Demain, le challenge sera autant sur la qualité que sur la quantité.
Et donc, toutes les techniques pour utiliser un minimum d'eau, donc les couverts permanents du sol, le minimum d'érosion et d'évaporation, on relève la hauteur des pâturages en été pour que ça évapore moins, on garde tout le temps des sols couverts. La mise en place de haies, aujourd'hui, les campagnes Bresse-Bocage et toutes les autres campagnes qu'il peut y avoir aussi avec le conseil départemental de plantation de haies, c'est bien dans cette démarche d'agroforesterie pour faire aussi des abris à la biodiversité, mais aussi empêcher de faire de l'ombre aux animaux, etc. Et donc d'empêcher aussi les déperditions lors de ruissellement et autres. Donc, moi, je pense que l'agriculture, elle a eu les 30 glorieuses. Hein. On va pas renier ce qu'il y a eu. Sans doute sans quelques erreurs, à tort et à raison, sans le savoir. Mais aujourd'hui, dans le métier de l'agriculture, c'est quelque chose qui, tous les jours, doit être pris en compte, quoi. Parce que si on veut que son métier soit encore là demain et qu'il soit accepté par la société, on n'a pas le choix que de prendre la qualité de l'eau et la quantité de l'eau. Et puis après, la biodiversité, le stockage des carbones, etc., etc. Et donc, ça fait partie intégrante de notre métier et de l'avenir de notre métier. Alors, j'ai entendu aussi parler un peu des circuits courts. 10% de ce qui est produit en Bretagne est consommé en Bretagne, 90% est exporté. Alors vous allez me dire, il n'y a qu'à ne pas produire les 90%. Puis comme ça, au moins, le problème il serait résolu. Sauf que les 90%, ils font vivre 30% de la population en Bretagne. Et donc les consommateurs des circuits courts, c'est aussi ceux qui travaillent dans l'agroalimentaire. Et ceux qui font la promotion de l'agriculture, c'est ceux qui font les circuits courts. Et je veux dire, il y a une interaction entre les deux qui est indispensable. On a besoin des deux. Et alors vous allez me dire, mais bon, si on produisait moins en Bretagne, mais les gens qui habitent Paris, ils ont aussi le droit de manger, quoi. Je veux dire, ils font pas tous leurs courses à Quimper ou à Rennes ou à Vannes, quoi. Je veux dire, les circuits courts, c'est quoi le circuit court, quoi? Est-ce que c'est le marché avec son panier en osier comme on peut l'imaginer, ou est-ce que c'est de quelle manière, quoi? Deuxièmement, sur les installations, on a énormément de maraîchers aujourd'hui qui s'installent. Et je suis assez inquiet parce que, tout en défendant la noble cause du maraîchage et du métier, on a des maraîchers aujourd'hui à 40 ans, 35, 40 ans qui sont usés, parce que c'est un métier, mais alors physiquement relativement pénible, parce que la terre est basse, et non seulement elle est basse, mais elle est aussi ingrate. Quelque part, au bout de 10, 15 ans ou 20 ans, s'il n'y a pas eu toute une démarche agronomique d'amendement organique et de couvert pour enrichir les serres, aussi au début, ils faisaient 10 carottes, au bout de 15 ans, ils n'en font plus qu'une, quoi. C'est la terre qui est tellement travaillée au même endroit sans revenir, a du mal à garder une capacité de production. Et donc c'est pour montrer, il ne faut pas être contre, mais il faut aussi toute une démarche pour maintenir quand même un acte de production et puis une rentabilité économique, quoi. Bon, c'est quelques exemples que j'ai essayé d'avoir. Alors, ils sont sans doute pas suffisants, mais j'ai essayé de montrer un peu les idées, les contre-idées, et puis le poids de l'une par rapport à l'autre et l'intérêt des uns et des autres pour former un territoire économique qui amène une valeur ajoutée où il est agréable de vivre, quoi. Voilà. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je suis éleveur d'ormeaux sur l'île de Groix, donc en circuit fermé. Donc c'est-à-dire que l'on utilise de l'eau de mer, mais en mode modéré. Donc on pompe de l'eau, mais on comprend juste l'évaporation. Donc c'est pas un pompage permanent. Donc c'est vrai que je vais pouvoir vous dire que la qualité d'eau pour nous c'est essentiel, et on peut produire et en même temps protéger l'environnement. C'est-à-dire que nous produisons 5 tonnes d'ormeaux par an à peu près. Donc nous ramassons des algues sur l'estran autour de l'île de Groix, donc en pratiquant la jachère pour préserver la ressource et les éléments. Et donc après, tout est basé sur la qualité d'eau. C'est-à-dire que l'ormeau, c'est un animal un peu comme la truite en rivière. C'est un animal donc, qui est un indicateur. Donc s'il commence à disparaître ou s'il ne va pas bien, c'est que la qualité d'eau n'y est pas. Donc c'est un animal qui pollue peu, il a peu de déjections, il consomme peu d'algues. C'est un animal qui impacte peu son milieu. Donc nous, tout est basé sur les qualités d'eau. Donc on travaille dans toutes les commissions environnementales pour préserver. Donc on est en qualité A, hein, c'est-à-dire que l'eau de l'île de Groix est encore en A. Donc on surveille les coliformes et tous les éléments. Mais donc on passe beaucoup de temps à surveiller cette qualité. Et donc pour obtenir donc, un produit le plus sain possible.
J'entendais, il est encore là, un collègue ostréiculteur. Donc on dépend de la conchyliculture également. Donc c'est vrai que nous sommes là pour vendre des coquillages sains et de très bonne qualité. Et notre souci essentiel, c'est la maîtrise et le maintien de très bonne qualité du milieu. On n'est pas là pour polluer ni impacter un milieu. D'ailleurs, pour anecdote, le peu d'eau que nous rejetons dans le milieu naturel, c'est-à-dire dans le port de l'île de Groix, est 5 fois plus pollué. Le milieu naturel est 5 fois plus pollué que ce qu'on rejette. Donc on fait des analyses tous les semaines, c'est obligatoire. Donc pour nous, la qualité d'eau est essentielle. Donc on parlait aussi de changement climatique. Là, ça va devenir un peu difficile dans les années à venir, parce que on voit bien, il y a des tempêtes un peu plus conséquentes. Avant, on avait des tempêtes régulières, mais pas forcément fortes. Là, aujourd'hui, avec les tempêtes que nous avons, donc l'érosion de l'estran et des algues, donc tout est lessivé et laminé depuis ces dernières années. Donc on a des difficultés, nous, à s'approvisionner en algues, alors qu'on respecte le milieu pour les collecter. Donc les bulbes et autres, donc nous sommes sur des algues rouges et des algues brunes. Donc là, ça devient, on voit beaucoup d'algues sur les côtes de nos jours. Là, ça devient un peu problématique. Donc là, on va arriver à une sommité d'algues et un manque d'algues, dont où sont tout le naissain et tous les animaux, tous les stades larvaires, pour tous ceux qui sont biologistes le savent, tout est dans les algues du bas estran. Donc tous les géniteurs, tous les petits animaux. Donc là, on se rend compte qu'il va y avoir des soucis pour les années à venir au niveau faune et flore, quoi. Donc nous, on travaille là-dessus. Donc on essaye de réguler un peu les volumes d'algues et que nos animaux aient quand même des algues et sans impacter le milieu. Donc là, ça devient embêtant. Et donc ce qui va impacter ce changement climatique sur le pH, on en parlait tout à l'heure. Donc là, c'est vrai qu'on voit un changement de pH régulier. Moi, ça fait 25 ans que je suis aquaculteur, donc là, l'eau a réchauffé de 1,8 degrés en 25 ans, c'est un constat chez nous. Donc après, il n'y a plus beaucoup d'algues, à part les mauvaises algues. Donc on n'est pas, nous, sur des algues vertes, on est plutôt sur des fucus ou des choses, on voit la commune, les algues un peu spécifiques disparaissent, les chondrus, les palmarias, tout ça s'en va. Et donc il y a un changement réel, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir se mettre tous ensemble autour d'une table pour un peu améliorer les choses. Donc ce ne sont pas forcément les agriculteurs les responsables. Je pense que nous sommes tous responsables de ce qui se fait. Voilà. Merci. Je ne sais pas si c'est bon. Pour répondre à ces enjeux de qualité de l'eau au niveau portuaire, j'ai oublié. Pour répondre à ces enjeux de qualité de l'eau, notamment portuaire, on a plusieurs expériences à vous proposer. Une expérience menée par... c'est pas une expérience, c'est un projet mené par le port de Lorient et 2 projets menés par des ports de plus petite importance, notamment sur des aires de carénage. Donc je vais demander déjà tout d'abord à Monsieur Solaro de nous présenter les actions qui sont engagées et projetées sur le port de Lorient pour améliorer la qualité de l'eau. Et ensuite, on parlera d'aires de carénage sur des ports ici dans le pays de Brest, notamment sur les abers, dont on sait que la qualité de l'eau est très sensible. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, pour ceux que ça pourrait choquer, m'excuser parce que je garde ma coiffe, mais c'est pour vous éviter de contempler l'état de mon crâne, donc c'est pour vous. Voilà. Qui a eu quelques agressions récemment. Donc, pour parler du port de pêche de Lorient, puisque c'est de ça qu'il s'agit, donc moi je suis président de la société d'économie mixte qui a en charge l'exploitation du port. Qui comprend 3 grandes activités. Il y a l'activité halieutique, celle qui concerne très directement la pêche. Il y a une aire de réparation navale et il y a un domaine portuaire qui appartient à la région de 62 hectares sur lequel sont installées des entreprises en lien avec le maritime. En gros, 200 entreprises, 3000 emplois. Et sur ces 200 entreprises, 50 qui sont vraiment très liées à la transformation du poisson.
Donc voilà, c'est donc le deuxième port de pêche en France. Alors on se bat beaucoup avec Boulogne pour dire que c'est de temps en temps c'est nous suivant le critère qu'on prend. Bon, on va pas se fatiguer, on va dire deuxième, comme ça change rien. Sachant que du coup là avec notamment les ports Bigoudin, mais aussi il y en a d'autres, hein, Erquy, etc. Mais l'ensemble des ports bretons, c'est la première force de pêche en France. Alors, on a évidemment, nous, une symbiose totale avec notre milieu, puisque, évidemment, la pêche et la ressource est dépendante de l'état de l'eau. On a de la transformation qui, évidemment, utilise de l'eau de mer. Notamment, quand je dis la transformation, c'est principalement la première transformation, le mareyage. Les entreprises installées sur le port qui préfèrent utiliser l'eau de mer parce que ça permet... oui, je peux faire le machin, ça vous sera peut-être... Parce que ça va être dur pour vous de... Oui, moi-même aussi, donc encore plus pour vous. Donc voilà, ça vous donne un peu l'idée de l'espace, avec donc... je parle pas vraiment ça. Bon, enfin donc voilà, il y a deux darses pour la pêche. Il y a un truc rond là, c'est l'aire de réparation navale, et tout autour, jusqu'aux habitations, c'est le domaine portuaire. Donc on a ce que je voulais dire en entrée, c'est que j'étais en train de dire que les mareyeurs, excusez-moi, du coup, ça, on va se recaler un petit peu, que les mareyeurs aimaient beaucoup l'eau de mer pour transformer le poisson parce que ça apporte une qualité en plus. Mais ce que je voulais dire un peu en entrée, parce que quand on pense port de pêche, on imagine des bateaux et puis des caisses de poissons. En fait, un port de pêche, c'est pas que ça, quoi. Il faut ça parce qu'il faut évidemment qu'il y ait de la ressource. Et souvent on dit la pêche est une économie de cueillette. Moi je trouve que ça fait un peu cueillette, on pense les fleurs, les feuilles, ça fait un peu tisanière. En fait c'est une mine. Ils vont à la mine les pêcheurs et ils en bavent comme les mineurs. Et donc l'essentiel de notre activité à nous, c'est que on soit une plateforme commerciale et logistique, c'est-à-dire que les pêcheurs vendent le mieux possible et le plus vite possible leurs poissons, et que dans les 24 heures tout est disparu. Sachant qu'on peut avoir un jour 100 tonnes de poissons qui arrivent et le lendemain 3 tonnes. Donc en termes d'organisation, c'est un peu compliqué. Donc une plateforme logistique en flux tendu avec un produit fragile à caractère alimentaire. Et malgré ça, donc on insiste beaucoup sur le fait d'appuyer autour de ces 3 activités notre écosystème. D'abord parce que on vit du milieu marin et à côté du milieu marin, mais également parce que l'ensemble de ces activités génèrent des rejets de toute nature, de la matière organique, et donc la nécessité de respecter nos agréments sanitaires, etc. Et puis sur l'aire de réparation navale, les rejets industriels de toute nature, et on est en train de avoir une autorisation pour faire de la déconstruction de navires. Et puis dans les entreprises qui sont sur le domaine portuaire, celles qui sont le plus proches de nous, comme les mareyeurs, sont sur notre réseau, et d'autres qui utilisent aussi de l'eau de mer la rejettent dans la station d'épuration de la ville. Et les stations d'épuration, pour ceux qui connaissent, ils n'aiment pas trop les ions chlorure, parce qu'à un moment donné, ça tue toutes les petites bactéries qui font l'épuration. Donc on est en saturation, il faut trouver une autre solution. Quant aux entreprises de notre réseau, aujourd'hui, elles utilisent l'eau de mer essentiellement pour laver le poisson. Donc on n'est pas dans des pollutions majeures, mais n'empêche que tout est rejeté aujourd'hui dans la mer, quoi. Alors certains disaient, oui, ça fait un peu de matière organique pour les mulets, mais quand même c'est un peu juste comme raisonnement. Donc on veut préserver cet avantage concurrentiel qui est de garder de l'eau de mer pour la transformation, à titre commercial et pour nos entreprises. On a une certification ISO 14000 sur l'ARN qui est un argument pour les entreprises qui y travaillent. Et puis, on veut avoir, évidemment, concourir à un territoire durable qui est un des objectifs du territoire du Pays de Lorient. Donc, aujourd'hui, on a des équipements assez dégradés. Je vous passe le détail. Et donc, le projet, c'est en 3 morceaux. C'est d'abord renouveler les équipements de pompage et les déplacer parce qu'aujourd'hui, ils sont à côté des émissaires de rejet.
c'est pas terrible. La deuxième, c'est qu'il faut refaire une unité de traitement de l'eau de mer qui va servir à l'ensemble de la filière. Et il faut faire des travaux de distribution, parce qu'une fois qu'on a dit qu'on allait faire tout ça, il faut aussi refaire le réseau de distribution, parce que il faut sécuriser l'approvisionnement des usagers. Et le port a été construit en 1927, donc l'état de vétusté du réseau est assez avancé. Donc voilà. Donc il faut aussi créer une station spécifique d'épuration, une STEP, de façon à avoir un circuit complet, indépendant des autres formes d'assainissement du territoire. À la fois pour récupérer les eaux pluviales, mais aussi les eaux usagées. Donc on va construire ça aussi. Alors, quand je dis on, c'est pas nous tout seuls. Donc là, si le petit marché, je vous montrerai où c'est. Donc on a réussi à caler la station d'épuration sur le domaine portuaire. Et donc, c'est une opération qui est menée avec différents acteurs, dont nous avons un peu la coordination, même s'ils sont plus importants que nous. Un syndicat mixte qui regroupe la région et l'agglomération. Et puis, suivant la nature des choses, comme nous, la région, l'Orient Agglomération et la SEM. Et on a un cofinancement de l'Agence de l'eau, du Conseil départemental et du FEAMP, qui est le fonds européen destiné aux activités maritimes et portuaires. Voilà. Ça a commencé, ça se finira en 2022. Et c'est une affaire de 12 millions d'euros à ce jour. Et on sait toujours que ce sera peut-être plus 13 millions et demi que 12 millions. Voilà. Donc c'est un très très gros projet, mais qui va permettre de sécuriser totalement la qualité de l'eau sur le port et vis-à-vis de la rade de l'Orient, tout en permettant aux professionnels de continuer à faire valoir une valeur ajoutée économique. Je vais prendre la télécommande. Merci. Voilà. Rapidement. Donc la présentation par l'association des usagers du port de Paludène au pays de Brest, de leur projet d'aire de carénage, donc porté par une association. Merci pour votre invitation. Le port de Paludène est situé donc dans le Nord Finistère. Nous sommes dans le fond de la Bervrac. La Bervrac est plus connue par son port d'une relative importance. Nous sommes dans le fond de la Bervrac, situé sur la commune de Lannilis, entre donc Lannilis et Plouguerneau. Nous sommes à environ 20 minutes de mer par bateau. Les activités du port donc sont de 3 ordres. D'une part, une activité de plaisance, une activité marchande et enfin une activité ostréicole et conchilicole. Le port c'est avant tout un port communal, mais nous avons au niveau du port une AOT pour l'association donc des usagers du port, et cette AOT nous a été attribuée pour la première fois en 1984 et permet d'accueillir environ 126 bateaux. Donc nous sommes une association de type 1901 et avec un conseil d'administration, avec un bureau, et nous disposons donc d'un certain nombre de moyens sur l'eau et de moyens sur terre. Alors notre mission principale, c'est donc la gestion de ces lignes de mouillage qui permettent donc d'accueillir principalement des bateaux de plaisance, mais aussi nous avons 2 pêcheurs professionnels qui font partie de notre association, soit donc dans la totalité 7 lignes de mouillage.
Nous avons donc pour cela des moyens sur l'eau. Nous avons 2 petits bateaux de servitude et nous avons fait construire, il y a maintenant 2 ans, une barge par le lycée Vauban de Brest qui nous permet d'effectuer les travaux maritimes, c'est-à-dire de relever les corps morts, de relever les chaînes et de rentrer les bouées plus facilement. Au niveau des moyens à terre, nous avons passé, il y a 6 ans maintenant, une convention avec la commune de Lannilis qui nous permet d'avoir nous réunir dans un bureau, et nous avons aussi 2 hangars qui nous sont attribués, qui nous permettent de ranger le matériel, qui nous permettent de ranger les bateaux, et qui nous permettent d'effectuer l'hiver les travaux de maintenance et les travaux d'entretien. Alors la problématique du port de Paluden, on va certainement la retrouver dans d'autres ports, concerne bien évidemment le carénage. Nous avons 3 possibilités. Selon que l'on a un petit bateau, eh bien on va le sortir de l'eau et on va faire le nettoyage de la carène dans son jardin, sur un parking, en déplaçant ailleurs les problèmes de pollution. Si nous avons un bateau plus conséquent, nous avons 2 possibilités. Soit nous pouvons aller au port de la Bervrac, qui dispose d'une station de carénage et d'une aire de carénage. La station de carénage est réservée aux bateaux de pêche et l'aire de carénage permet aux quillards ou même aux bateaux de pêche promenade donc d'être carénés à terre. Donc il faut sortir le bateau et cela dépend aussi de la marée, n'est-ce pas? Donc pour effectuer un carénage à la Bervrac, il faut environ compter 2 journées. Nous avons une autre possibilité, c'est d'aller à Saint-Pabu, qui est sur la Berbenois, où il y a un chantier, c'est le chantier de François Bégoc, je crois qu'il s'appelle le chantier des Abers, il me semble, et nous pouvons caréner. La difficulté, quand on a un bateau, même un bateau relativement important à Paluden, c'est d'aller à Saint-Pabu en fonction des conditions de mer, des conditions météorologiques, des marées, de la disponibilité du chantier, et voilà. Donc cette difficulté-là est à prendre très au sérieux. Pour aller à Saint-Pabu, il faut aller au Pot de Beurre. Ensuite, il faut aller à la Petite Fourche, rentrer dans le chenal de la Berbenois. C'est parfois très délicat, surtout au printemps ou en cette période. Alors, en plus de ces difficultés rencontrées, le conseil d'administration de la UPP a réfléchi à cette problématique et se sont greffés 3 autres paramètres dans notre réflexion. D'une part, au niveau du carénage, donc nous n'avons plus le droit de caréner, bien évidemment, dans la Berre, depuis un certain nombre d'années maintenant, et l'association souhaitait engager une démarche que j'ai qualifiée de vertueuse pour les opérations de carénage. La deuxième, point de réflexion porte sur l'AOT. Je vous ai dit que nous disposons d'une autorisation d'occupation du territoire qui vient à échéance en 2020, donc l'année prochaine, et il était important. Le conseil d'administration a jugé important de faire figurer dans le renouvellement, la reconduction de cette AOT, un volet présentant une solution de carénage écologique performante. Une solution performante, Et ensuite, évidemment, l'évolution de la législation qui, aussi par rapport à l'AOT, nécessite, avant l'accord de la DDTM, d'avoir préalablement l'accord de la DREAL. La DREAL, c'est donc l'autorité de l'environnement au niveau de la région. Et avant de faire la demande de l'AOT à la DDTM, il faut l'aval de la DREAL, du ministère de l'Environnement. Alors, quelles étaient nos exigences ? D'une part, les moyens à mettre en œuvre devaient s'inscrire dans la configuration du port.
Nous ne voulons pas créer une aire de carénage loin du port qui nécessitait des déplacements importants. Ils ne doivent pas non plus perturber les manœuvres des grands bateaux. Vous avez vu tout à l'heure que les cargos viennent à Paluden et les grands voiliers aussi. Nous avons l'association du Père Jaouen qui a 2 grands voiliers qui viennent régulièrement. Le système doit être simple à mettre en œuvre et ne pas bouleverser les habitudes des plaisanciers. Le système doit répondre bien évidemment aux normes en vigueur. Il ne doit pas avoir incidence ni sur l'environnement ni sur le voisinage. Et enfin, son coût doit être raisonnable. Alors le projet, donc, comme je vous l'ai dit, sera implanté à proximité immédiate des lignes de mouillage. L'installation ne doit pas perturber l'activité commerciale. Il faut éviter l'égruttage et les manutentions. L'ensemble de filtration et de traitement de l'eau devra être implanté dans un bâtiment pour ne pas qu'il y ait d'atteinte à l'environnement. Et si possible, supprimer tout rejet dans le milieu naturel. Alors, nous avons fait un appel d'offres, nous avons consulté 3 sociétés qui nous proposaient une solution et nous avons retenu une entreprise bretonne de Briec, Carène Écolo, pour différentes raisons que je vous ai présentées là. D'une part, le coût est raisonnable, car la solution proposée par Carène Écolo est une solution qui permet de mettre un tapis pour la collecte des eaux de traitement, et donc il n'y a pas de génie civil à effectuer sur la cale où reposera le bateau. En ce qui nous concernait, le génie civil représentait 100 000 euros de dépenses. Donc il était totalement exclu que nous nous engagions dans ce chantier. L'implantation, donc, sur structure existante d'un tapis, comme je vous le disais, la simplicité du traitement des effluents et de son entretien, et enfin, zéro rejet dans le milieu naturel, ce qui fait que l'on s'affranchit d'un certain nombre de réglementations et d'autorisations. Alors le projet d'implantation tel qu'il va se faire, nous avons sur le côté de la berre, nous allons avoir 2 tapis qui vont accueillir donc les bateaux pour le carénage, et sur le côté gauche, le long d'un chemin, nous allons implanter tout le système de filtration et de traitement d'eau dans une cabane, un petit cabanon qui appartient à la UPP. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'aurais passé la parole à Monsieur Melaza sur l'aire de carénage. Bonjour, donc Raymond Melaza, je suis également le maire de la commune de Lagny-le-Duth. Là, je vais vous parler donc du port de la Berry-le-Duth. Le port de la Berry-le-Duth, c'est un seul port, mais qui représente 4 communes et 3 sites portuaires. Alors, les sites portuaires, c'est Ploirzel, qui a également un ponton, un aménagement. Lampol Ploirzel, cher à notre président, pour ne pas que je l'oublie, également, et Lagny-le-Duth. La situation géographique de la Berry-le-Duth, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est situé pas tellement loin de Brest, assez proche de Brest, 25 km, et également c'est le dernier port, comme on dit, le plus proche d'Ouessant, et le dernier avant d'arriver à l'Amérique. Vous voyez, on se rapproche de l'international. Donc la présentation du port de la Berry-le-Duth, comme je viens de dire, donc c'est 3 communes que je viens de citer, Ploirzel, Lampol Ploirzel et Lagny-le-Duth. Et donc c'est aussi, il y a 2 projets, je dirais même 3 projets d'installation d'aires de carénage et d'autres pour rendre donc les eaux plus propres pour tous les navires, que ce soit les navires professionnels, plaisanciers, transport des îles également, parce qu'il y a un départ des îles en saison vers Molène et Ouessant, et également pour les petits et gros bateaux. Donc, ce qui est prévu, ce que vous voyez, le rectangle bleu, l'aire de carénage, donc ce sont des bateaux qui peuvent venir soit par remorque, individuellement avec l'individu, avec le plaisancier ou le professionnel, ou autrement, ça peut également être enlevé de l'eau avec une grue que vous voyez près du point rouge. C'est une grue qui est au pied du point rouge, donc ce qui veut dire également, comme disaient nos collègues tout à l'heure, il y a également un transport à faire, soit à la grue, c'est une grue mobile, ou également avec une remorque.
C'est pour ça qu'il y a différents systèmes que vous allez pouvoir voir, que je vais vous présenter, pour que tout le monde se retrouve dans cette fameuse aire de carénage pour rendre cette eau plus propre, que tout le monde le souhaite, bien évidemment. Donc, sur l'aire de carénage, le rectangle noir, c'est donc l'unité de traitement. C'est toute petite usine qui recycle toute cette eau, ces eaux sales, de carénage simplement, et qui est ensuite remise directement à l'eau et dans l'usine. Donc, ce sont tous les déchets, à part système de filtrage que je vous montrerai tout à l'heure, qui gardera donc tous ces alluvions et déchets qu'on peut récupérer quand on carène. Ensuite, plus près de l'eau, il y a un petit ponton. Il y a un petit ponton qui s'est marqué. Il y a aussi une pompe de récupération des eaux grises et des eaux noires qui est fonctionnelle depuis cet été. Donc, tous les gens de passage ou les professionnels, parce qu'on sait très bien que les Guadeloupéens partent très tôt. Que j'ai oublié de vous dire aussi que Lanidus, c'est le premier port de débarquement d'Europe des algues. On parlait d'algues tout à l'heure. Et que l'Empole-Plouarzel, c'était le plus grand, ou moins un des plus grands ports de gabarier qu'il y avait en France, d'ailleurs, je peux dire. Donc, il y a toujours des bonnes activités professionnelles. Et au XVIIe siècle, Lanidus était aussi le premier port, ou un des premiers ports de France de cabotage. C'est-à-dire que tous les riches marchands de vin s'arrêtaient à la baie Réduite avant d'aller distribuer toute leur cargaison dans le nord de l'Europe. Voilà, donc pour vous dire que les eaux grises sont également récupérées, et également les eaux de fond de cale, vont dire les eaux de toutes les huiles, parce que ce soit les fameux appareils qu'on appelle le Scooby-Doo pour récupérer les algues, pour pêcher les algues et laminaires, ou que ce soit les peignes, il y a beaucoup de flexibles qui bien sûr ne résistent pas, donc il y a beaucoup d'huile de cale très grasse ou de fioul qui passe par ces mêmes unités, et c'est un système de filtre qui récupère tous ces eaux, tous ces déchets, avant d'être rejetés dans le circuit, dans le réseau d'eau d'assainissement. Donc les eaux grasses sont nettoyées avant d'être rejetées dans le réseau. Les eaux grises, ce sont des eaux de vaisselle, de nettoyage, et les eaux noires, ce sont des eaux de toilette. Donc ça va donc au réseau d'assainissement, d'une part. Et ensuite, le point rouge, vous voyez, donc c'est un projet qui va être fait aussi au courant de l'année 2020 pour récupérer lorsque les pêcheurs, les gros bateaux, aux environs de 50 tonnes, puisque la grue peut lever aux environs de 50 tonnes, vont être déposés sur la cale, vont être nettoyés, et il y aura un système qui va partir donc du point rouge jusqu'à l'unité de traitement, que vous voyez, qui traversera donc le quai entièrement, et toutes les eaux seront traitées, et simplement les eaux propres sont remises dans le port, et les déchets ensuite seront récupérés par filtre. Le petit point bleu également, c'est une unité de nerf de carénage mobile. Parce que le port de la baie Réduite, il y a quelques temps, je ne sais pas si vieux que ça, il y a 4 ans, était géré sous forme de syndicat, un syndicat intercommunal de 4 communes. Et depuis les diverses circulaires qu'il y a eu, donc tous les syndicats se sont retrouvés soit un autre mode de fonctionnement. Ici, c'est la communauté de communes qui a pris la gestion du port de la baie Réduite. Donc il y a une unité de carénage qui va dans tous les petits ports. Donc, il y a 14 communes portuaires dans la communauté. Il y a une vingtaine de petits ports. Donc, suivant la demande, les associations de plaisanciers demandent, et c'est le capitaine du port de la commune, le capitaine du port de la baie Réduite, qui va avec cette unité mobile qui fait tout, entièrement tout. Il suffit de mettre une bâche, comme on dit tout à l'heure, avec des bourrelets, genre de petites piscines. Donc, tous les eaux sales sont retraitées dans cette petite unité, et l'eau propre est remise au port. Et ensuite, ce sont des filtres qui sont envoyés à nettoyer par la suite dans une société brestoise, parce qu'ils sont ici près de Brest. Voilà je vous ai représenté rapidement ce qui se passera et ce qui se passe sur le port de Lanidus, mais également sur le port de l'Empole-Plouarzel, à Port-Scave, de l'autre côté de la rive. Il y a également une autre façon de caréner. Donc il y a la partie que vous voyez assurée, c'est une cale en pente. Donc il y a une saignée qui est réalisée au fond de la cale avec un petit carré noir où est installée la pompe pour récupérer les eaux. Donc les bateaux, bien sûr, vont sur l'aire de carénage, comme vous voyez. Et donc le plaisancier, généralement, sont des plaisanciers qui mettront leur bateau. C'est suivant les moyens de chacun, ce qui veut dire qu'à marée haute, ils amènent leur bateau. La mer descend, ils carènent, ils nettoient. Et la fois suivante, ils seront obligés de s'arrêter parce que lorsque l'eau de mer arrivera au niveau du V très rouge, tous les systèmes de pompe s'arrêtent. Donc il est bien obligé
de s'arrêter suivant la hauteur et le niveau de la marée. Et les eaux grises et les eaux sales, disons, sont récupérées soit dans une tonne, qui sera amenée à traiter également dans le système de la NIDUT, ou également dans l'unité mobile que je vous ai vue, que je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait tout le traitement sur place. Ce qui veut dire que la communauté de communes a pris en charge la totalité pour rendre la qualité de l'eau, disons, de meilleure qualité, à part au port du Conquet, qu'on peut également faire que pour les plaisanciers, parce que le Conquet, c'est un port régional. Donc, c'est à la région de gérer. Tous les autres ports donc, sont gérés en grande partie par la commune, par la communauté de communes, et mis à disposition des moyens pour que chacun se retrouve. Bien sûr que, comme on disait tout à l'heure, s'il faut prendre un coup de grue et faire venir ensuite une remorque, si on met des prix qui ne sont pas attractifs, ben, le plaisancier n'a pas envie de venir caréner son bateau. Il restera plutôt le faire comme il faisait autrefois, puisqu'il n'est pas non plus le bon exemple. Ah, voici la filière de traitement que je vous ai montrée tout à l'heure, là, dans le rectangle noir. Le point A, bien sûr, c'est là où on reçoit les eaux directement, là où est le petit bonhomme, c'est l'aire de carénage, ou alors les eaux qui vont arriver des autres ports dans la tonne. Et ensuite, elle va suivre tout le cycle, des suites des cuves de rétention et des fameux filtres qui sont nettoyés. Je ne vous expliquerai pas, effectivement, ce n'est pas mon domaine, il y a sûrement des gens plus compétents que moi dans la salle pour dire quelle est la transaction de tout l'eau de mer dans ces filtres avec des fameuses pompes là, qui font fonctionner, et l'eau qui est rejetée au port, qui est beaucoup plus propre, je tiens à vous le dire, que l'eau qui arrive dans le bassin versant de la Béridutte, parce que la Béridutte, c'est aussi un bassin versant qui prend sa source, comme on disait tout à l'heure, ici on parlait de Brest, qui prend sa source ici à Brest Métropole, du côté de Saint-Pierre. Il y a aussi un affluent qui vient de Guilher, de Plouzané, tout ça. Donc il y a plusieurs communes qui déversent dans le bassin versant de la Berre, et qui a aussi un gros problème qui est aussi de la qualité de l'eau qu'on a du mal à gérer, c'est le phénomène des vases qu'on ne peut plus récupérer parce que les eaux sont trop gorgées de polluants, on ne peut plus désinvaser et ça coûte très très cher de faire traiter les eaux. Il n'y a aucune usine ni unité ici en Bretagne, il faudrait en Mayenne. Alors pour l'instant, il faudra effectivement, comme on disait, trouver des solutions, si on ne peut plus enlever la vase, empêcher qu'elle rentre dans les ports, parce que ce n'est pas unique, je suppose, au moins au port de la Béridutte, ce sera dans plusieurs endroits, que ce soit des baies également, dont on parlait tout à l'heure. Voilà très brièvement le système qui est mis en place au port de la Béridutte et qui va desservir tous les petits ports de la communauté de communes du Pays d'Iroise, dont une île également, l'île de Molène. Merci. Alors maintenant, je vais passer la parole aux deux représentants de l'association Les Hydrophiles du Pays de Redon. C'est bien ça. Donc qui là ne sont pas vraiment en contact direct avec l'eau de mer, mais ont une action très forte sur la qualité de l'eau. On n'est plus en contact avec l'eau de mer depuis le barrage d'Arzal en 72, mais voilà. Les affaires maritimes officient encore aujourd'hui à Redon, dans le bassin flot. Je vous le dis en préambule, je suis un Sicane Guérin ici, originaire de Redon, donc aux antipodes de Brest, mais néanmoins en Bretagne. Pays Gallo, que vous connaissez certainement tous, bien connu d'ailleurs pour ses inondations à répétition. On préfère parler de crues que d'inondations. Je voulais intervenir aussi en tant que membre du CA, du Conseil de développement du Pays de Redon. C'est un tout petit aparté en guise d'introduction. La loi actuellement en discussion, qui vient d'être discutée au Sénat et actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, qui s'appelle Engagement et proximité, prévoit notamment la suppression de l'obligation des conseils de développement dans les EPCI. Donc on est en train de se battre parce qu'en fait, ce qui est ressorti de la crise des gilets jaunes et ce qui ressortait aussi d'ailleurs des discussions et des échanges préalables avec notamment les représentants du conseil régional, c'est une nécessaire implication de la société civile dans les décisions publiques. Or, ce projet va complètement à contre-courant puisqu'il prévoit la suppression de l'obligation des conseils de développement dans les EPCI, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent puisque la loi NOTRe l'avait imposé. Donc il y a actuellement une négociation qui se situe au niveau des EPCI de plus de 50 000 habitants. On souhaiterait que ce soit conservé pour l'ensemble des EPCI. Voilà, fin de l'aparté. Donc nous sommes représentants de l'association Les Hydrophiles.
donc qui porte un nom évocateur, qui donc s'est constitué à Redon. Redon étant l'avant-port de Rennes, donc comme je l'ai dit, à proximité du littoral, puisqu'on est à vol d'oiseau du littoral d'environ 40 km. Donc on a subi pendant longtemps, avant le barrage d'Arzal, tous les effets de la marée. On avait un étiage qui se situait à peu près 2 heures après celui du littoral. Et puis on a vécu aussi la fin de cette vie de marinier qui a fait de Redon un centre économique très important. Donc Redon pose effectivement le problème de la qualité de l'eau. Donc nous, c'était l'idée qu'on a eue il y a déjà un moment, c'est comment s'investir en tant que citoyen sur cette question de l'eau et de redonner aussi aux habitants l'ambition et la fierté finalement de cette configuration hydrogéographique, puisqu'on est situé à la confluence de l'Oust, qui part donc de la région de Saint-Brieuc et qui vient donc dans la Vilaine, fleuve côtier, qui part du nord de Rennes, bien d'ailleurs en Mayenne, et donc qui vient jusqu'à l'embouchure d'Arzal. Et donc Redon se situe vraiment à cette conjonction de l'Oust et de la Vilaine, et également de la croisée du croisement avec le canal de Nantes à Brest. Donc on est à un point important sur le plan hydrographique, et donc l'idée est venue de créer un projet qu'on nous on appelait, c'est le nom de code pour l'instant qui n'est pas très glamour, c'est le Centre économique, scientifique, économique et culturel, merci Anne, de l'eau et du développement durable en Pays de Redon. Donc on a rajouté par la suite le terme développement durable. Je préférerais dire développement soutenable, puisque durable, ça porte un petit peu à confusion. Et on a bien vu d'ailleurs pour l'intervention de M. Cogan tout à l'heure, notamment, qu'il y a des débats à tous les niveaux et que c'est une thématique qui est vraiment transversale. Donc on a souhaité articuler notre projet autour de différents pôles, notamment le pôle patrimonial, puisque c'est un carrefour des voies navigables, donc on a une activité historique liée à la batellerie, puis aux usages autour de l'eau qui est très ancienne. Donc il y a sur Redon un musée de la batellerie, et puis il y a toute une mémoire, groupement culturel breton, etc., qui font des actions. On a notamment un festival tous les 2 ans qui s'appelle Vilaine en Fête, où on a à peu près une centaine ou 120 bateaux qui remontent la Vilaine jusqu'à Redon, des voiliers, vieux gréements, etc. Donc cette mémoire est encore très vivante, mais on souhaitait aussi l'orienter sur on a parlé tout à l'heure de médiation scientifique, et donc à l'instar des centres de culture scientifique, technique et industrielle qu'on appelle les CCSTI, d'ailleurs Océanopolis est un CCSTI, à l'origine, je ne sais pas s'il a toujours ce statut. L'idée était effectivement au départ de susciter des vocations en direction du jeune public, notamment féminin, parce qu'il y a une faillite, en tout cas un déficit en termes de vocations scientifiques. Voilà. Mais nous, on pense qu'effectivement, ce n'est pas suffisant de faire des belles petites expériences, laboratoires, etc., mais plutôt d'impliquer les enfants, et Anne va en parler plus précisément, sur le terrain des actions, notamment en sciences participatives, c'est-à-dire associer la recherche scientifique avec une implication directement et notamment du jeune public, puisque pour nous, c'est une cible essentielle pour sensibiliser les gens à ces questions environnementales à travers la thématique de l'eau. Donc l'eau, c'est aussi une thématique économique. Pour des pêcheurs professionnels, il n'en reste malheureusement plus beaucoup. Mais on a toutes les activités nautiques qui se développent autour des plans d'eau, des bassins d'eau. Et puis aussi, ce qui nous paraissait important, c'est par la suite pouvoir dans ce centre, ou en tout cas dans cet espace, qui n'est pas forcément un lieu précis, mais ça peut être différents modules satellites, pouvoir aborder des questions qui fâchent, notamment, comme on l'a vu aujourd'hui, pouvoir peut-être rapprocher les agriculteurs des consommateurs, essayer de trouver ensemble des solutions plutôt que se taper dessus, parce qu'effectivement, à un moment donné, ça devient complètement stérile et, à mon avis, totalement contre-productif. Et aussi que les élus puissent venir débattre et associer la société civile, justement, à des projets de décision publique sur les différents plans d'eau. Voilà un petit peu à quoi pourrait ressembler ce centre scientifique, économique et culturel de l'eau. Alors, il s'inscrit dans un projet, excuse-moi si ça va, dans un projet actuellement de requalification urbaine qui s'appelle le projet Confluence, qui est un projet assez ambitieux qui prend en compte l'espace naturel sensible qui se situe au sud de Redon. On a une grande chance à Redon, c'est d'être
en milieu de marais. On a beaucoup de marais qui nous entourent, ce qui a permis à Redon, finalement, son défaut est devenu une qualité, va devenir de plus en plus un atout, de ne pas s'être trop développé, minéralisé, avec des zones industrielles, etc. Alors que c'était une ville industrielle au départ, grâce justement à cette situation de carrefour des voies navigables. Donc aujourd'hui, c'est devenu une chance. Et donc ce projet Confluence, qui est porté par le territoire, pas seulement la ville de Redon en étant le fer de lance, s'articule aussi sur l'espace naturel sensible, qui est donc grand espace de marais, je ne sais plus combien... Tu pourrais dire le nombre d'hectares peut-être, Emmanuel, tu ne te rappelles plus. C'est à peu près 1000 hectares, hein, je crois, un truc comme ça. Et donc les zones Natura 2000, donc ça c'est une grande richesse, et puis qui intègre aussi l'avenir, le devenir de la zone portuaire également. Et donc on souhaite, nous, s'intégrer. On a réussi à... Grâce à ce projet, puisqu'on officie, on fait du lobbying, alors on pourrait l'appeler LE', B-E-I-N-G, on est amateur de jeux de mots, disons qu'on a fait pas mal de lobbying auprès des élus pour que justement on regarde à nouveau l'eau comme un atout et non pas quelque chose qui est un repoussoir, qui est un facteur de crainte. On considère vraiment que c'est un atout. Et donc, dans le plan guide de ce projet Confluence, l'un des 4 axes majeurs a été décidé par les élus, effectivement, que l'eau soit valorisée. Alors, et nous, notre rôle maintenant, c'est de dire, OK, on valorise l'eau, mais il faut que l'eau soit de qualité. Or, il se trouve que sur notre territoire, de fait, effectivement, de zones de captage impactées par l'activité agricole, notamment, sans vouloir faire de polémique, on a des seuils de qualité qui sont, des seuils qui sont supérieurs au niveau de qualité, et donc ça pose une problématique par rapport à la qualité de l'eau qu'il faut absolument reconquérir ensemble. Et donc on essaye, nous, avec les élus, en tout cas c'est une proposition de l'association Les Hydrophiles, c'est d'être un centre de ressources pour pouvoir discuter, dialoguer avec les élus sur cette question de la qualité de l'eau. Le président actuel, le coprésident avec Anne, est un directeur de recherche sur la qualité de l'eau au CNRS, donc ça tombe bien. Je te passe le micro. Oui, donc comme l'a dit Christian, moi je suis coprésidente avec Gérard, qui est un peu on trouvait ça intéressant d'associer un scientifique, et puis moi je suis animatrice, donc je travaille dans l'éducation populaire depuis une vingtaine d'années. Et pour résumer un peu le projet des hydrophiles, qui, en reprenant un peu ce qui a été dit dans la première partie, est un projet issu de la société civile qui veut aborder d'une manière systémique un peu la question de l'eau, parce que c'est un atout, c'est un enjeu, c'est le pétrole de demain. Enfin, et comment la conviction qui nous réunit tous au sein de cette association, donc il y a l'association des plaisanciers, il y a ceux qui subissent les inondations, il y a des habitants, il y a un pêcheur professionnel, il y a des gens qui sont plutôt sur le tourisme. On essaye de fédérer tous ceux qui sont sensibles à l'eau. Ce qui nous réunit, je dirais, alors c'est une phrase qui est attribuée à Benjamin Franklin et qu'on a mis un petit peu comme préambule dans notre dossier, qu'on a appelé un peu un cahier des tendances pour présenter le projet des hydrophiles. C'est cette phrase: tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, mais tu m'impliques, j'apprends. Parce qu'effectivement, à partir du moment où les gens sont impliqués, ils vont vraiment plus comprendre. Ça a été évoqué tout à l'heure, l'acculturation, elle est valable pour tout le monde. Moi, je me suis acculturée auprès de tous ceux qui ont témoigné, mais j'ai aussi des choses à apporter à d'autres. On a tous des choses à s'apporter les uns et aux autres. D'ailleurs, que ce soit les enfants auprès des adultes et réciproquement. Donc le projet des hydrophiles, nous, on le défend auprès de la société civile, enfin auprès des habitants et auprès des élus. Pour l'instant, on n'a pas vocation à le porter et on n'en est pas à la... D'ailleurs, on n'avait pas prévu qu'on devait vous présenter un PowerPoint, on aurait fait un joli PowerPoint, mais vous pourrez aller taper les hydrophiles sur Internet et puis vous pourrez voir, on a un petit site Internet qui peut vous donner une illustration de ce qu'on a fait pour l'instant. C'est seulement préfigurer à quoi pourrait ressembler ce projet, ambitieux, parce qu'on pourrait être vraiment le pendant de Brest qui traite de la question du littoral. Nous, on a vraiment la légitimité pour aborder les questions des eaux douces, et dans cet angle à la fois scientifique, à la fois culturel, parce que ça vient de l'histoire, ça vient de très loin, et aujourd'hui encore c'est dans la culture, et à la fois d'un point de vue
touristique, d'un point de vue économique. Donc on veut on pressent, comme vous l'avez peut-être dit de manière implicite, c'est qu'il faut réunir tout ça, il faut avoir une vision systémique des choses pour que ça fonctionne. Et on pense réellement que le territoire du Pays de Redon pourrait être un super allié à l'échelle de la région pour porter, pour permettre à tous de... Tu peux reprendre le micro, vas-y. Donc, peut-être vous pouvez aussi être un appui pour nous auprès de nos élus sur le territoire du Pays de Redon pour dire que cette idée, si elle vous paraît pertinente. Donc voilà le projet qu'on porte et pour l'instant avec que des ressources bénévoles qui donnent de leur temps comme aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. On n'a pas le temps de prendre des questions. Alors, étant donné qu'on a débordé vraiment on ne pourra pas vous poser de questions. En revanche, on vous diffusera ce qui a été dit aujourd'hui. Et si vous avez des questions, vous pourrez nous les faire parvenir et on fera parvenir aux intervenants si vous souhaitez des précisions, s'ils sont d'accord de vous donner leur contact, il n'y a pas de souci. Donc je demanderai maintenant à Madame Levin si elle est toujours là. Ah oui, là-bas. Merci beaucoup. De venir nous rapporter un peu ce qu'elle a ressenti de cet après-midi. Un peu dense. Bonsoir à toutes et tous. Je vais essayer de faire rapidement parce que vous avez peut-être d'autres chats à fouetter, mais... Bien, donc bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Alix Levin, je travaille à l'UMR à Murs à Plouzané et donc je suis chargée de recherche au CNRS. Je suis socio-anthropologue. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Je me le demande tous les jours. Donc il me revient à l'issue de cette demi-journée passionnante de proposer une mise en perspective des échanges. Alors j'ose pas dire une synthèse parce que tout cela se fait à chaud. Je suis très heureuse de m'y atteler. Par contre, j'ai la conviction que je n'y parviendrai qu'imparfaitement parce que les prises de parole ont été très riches et elles mériteraient qu'on s'y repenche à tête reposée. Donc merci de votre indulgence et de votre compréhension. Mais je crois que vous pouvez aussi me remercier, indépendamment de la qualité de mon intervention. Et vous savez pourquoi ? C'est parce que grâce à moi, nous passons la tête haute le seuil des 25% de présence féminine à la tribune. Alors, je vais m'appuyer pour cette synthèse sur quelques dimensions fortes qui traversent les échanges qui ont été évoqués de façon récurrente. Lors de la table ronde, bien sûr, mais également des témoignages que nous venons d'écouter. Alors, premier point que je voulais souligner, nous sommes ici à des assises citoyennes qui mettent en relation assez directement les enjeux de protection de la ressource en eau avec le caractère littoral de nombreux territoires à l'échelle régionale. Et ça peut paraître à la fois simple et naturel en 2019. Nul parmi nous n'a questionné cette relation et son importance sur le fond, donc on pourrait dire c'est de l'ordre de l'acquis. Et pourtant, je pense que nous voyons bien, quand même, nous percevons les uns et les autres à quel point il est difficile de problématiser ces relations complexes de façon satisfaisante et à quel point cela peut présenter encore un caractère frustrant. Sur le plan biophysique, tout d'abord, les relations entre eau douce et eau côtière et plus généralement avec la qualité des écosystèmes côtiers paraît évidente. Et pourtant, plusieurs interventions, dont celle de Maëlle Turiès, ont évoqué les caractéristiques assez particulières de la Bretagne sur ce plan. La brièveté du cycle de l'eau notamment, et les temps de réponse des bassins versants, et du coup aussi la dépendance des territoires à la qualité des eaux de surface qui a bien longtemps fait prévaloir la question de la potabilité de l'eau, enfin de la disponibilité de la ressource en eau potable sur d'autres questions liées à l'eau. A été également évoqué sur le côté maritime l'irréversibilité de certaines dégradations et notamment le piégeage de polluants dans les sédiments, qui est une question latente sur différents territoires, ce
Ce qui n'a pas été directement abordé, c'est le nombre très important de territoires qui sont arrosés par des bassins versants de petite taille et qui créent en fait une interdépendance entre les zones côtières et leur immédiat arrière-pays, qui est un facteur favorable à la mise en place d'une gouvernance partagée à échelle humaine. On a vu à l'inverse combien l'organisation de cette gouvernance pouvait être complexe. Jean-Luc Barbeau l'a évoqué un petit peu en filigrane sur des territoires plus grands comme la baie de Saint-Brieuc. Donc de la source à la mer, tout le monde n'est pas égal, je dirais, devant cette situation et la construction de cette continuité et de cette solidarité sur le plan politique. Troisième point que je voulais évoquer avec vous, on retrouve aussi des spécificités locales dans l'histoire politique et économique de la région, qui étaient un peu en filigrane de différentes interventions, à la fois sur scène et dans la salle. Et c'est un poids, cette histoire-là, qu'il est parfois plus pratique d'euphémiser pour pas désespérer Billancourt. Une économie régionale donc qui s'est appuyée depuis les années 50 sur une revendication de désenclavement, une ouverture, une modernisation économique reposant en gros, et pour simplifier, vous me le pardonnerez, sur 3 piliers. Un tourisme littoral qui repose sur une qualité exceptionnelle de l'environnement, etc. L'économie maritime et l'élevage et la production maraîchère intensive dédiée à l'exportation. Les territoires littoraux sont évidemment au cœur des tensions qui ont pu apparaître au fil du temps entre ces 3 secteurs d'activité. Et je suis bien placée pour le savoir, travaillant depuis une dizaine d'années sur la question des marées vertes. Ces territoires littoraux donc, sont au cœur de transitions assez difficiles, mais aussi de la gestion d'interactions un peu inattendues entre ces différents secteurs d'activité, et notamment sur les profondes transformations socio-démographiques et économiques qu'ils connaissent aujourd'hui et qui ont une influence sur les valeurs de la population, ses attentes en termes de qualité de vie, et ce qui peut être jugé acceptable ou pas, gouvernable ou pas. Autre point qui a été souligné par plusieurs interventions, c'est sur ces différents secteurs, que ce soit le tourisme littoral, l'économie maritime ou l'agriculture, les profondes transformations qui ont été vécues tant à terre qu'en mer dans ces secteurs-là. Alors, on vient de l'évoquer avec le projet des hydrophiles de Redon. Il y a des métiers qui ont totalement disparu et qui faisaient vivre au quotidien et qui vivaient au quotidien la continuité terre-mer, et on peut penser aux mariniers, effectivement. Donc, le trafic fluvial ayant quasiment disparu, c'est à retrouver une histoire de l'eau et de ses continuités que plusieurs collectifs de citoyens s'attellent tout autour du littoral breton. Ça a été évoqué sur un autre plan en rade de Brest, le fait qu'il y ait des vertus au dialogue entre professionnels de la mer et professionnels de la terre. Généralement, ça se passait bien. On pense tous peut-être aux expériences qui ont été menées de dialogue entre agriculteurs et ostréiculteurs sur le sud de la région. Ça peut se passer aussi du côté du tourisme, et pourtant, on voit bien que ce n'est pas systématique ni automatique. D'une part, parce que ces secteurs d'activité maritime sont bien souvent fragilisés, voire, on l'a dit en rade de Brest, parfois pratiquement en voie de disparition. D'autre part, parce qu'il n'est pas toujours facile d'aborder librement, publiquement, dans le débat public, et d'assumer les risques et les dangers qui pèsent sur une activité du fait de la qualité de l'eau. Donc ça, c'est le cas que moi j'ai pu par exemple observer dans le secteur du tourisme littoral. On n'aborde pas toujours volontiers le fait, par exemple, qu'il y ait des algues vertes bien embêtantes sur le littoral. Idem pour les ostréiculteurs, c'est pas toujours simple de mettre en évidence les problèmes de bactériaux qu'on peut rencontrer dans les eaux sur lesquelles on travaille. Ça pose aussi directement, et M. Berthoud ou M. Tonnerre l'ont évoqué, la question du devenir de certaines professions qui sont très directement dépendantes de la qualité des eaux côtières. Donc ça a été évoqué, je n'y reviens pas. Donc vous voyez, il y a eu pas mal de trucs à dire. Alors, peut-être que, je l'ai évoqué, le cas des baies algues vertes, mais c'est pas les seuls. Sur certains territoires, la liaison entre qualité de l'eau et développement local a été faite plus précocement que sur d'autres, à la fois parce qu'il y avait des enjeux et des alertes du côté de la qualité des eaux conchilicoles, parce que l'eutrophisation littorale prenait une grande ampleur, ou se matérialisait de façon chronique par des proliférations, etc., ou alors parce que la qualité des eaux de baignade était vécue localement comme une condition sine qua non du développement local. Ça a été le cas quand même dans un certain nombre de territoires côtiers. Mais l'un des moteurs, toutefois, du changement d'échelle dont la journée d'aujourd'hui témoigne,
ça a été bien sûr la fixation de critères de qualité pour les masses d'eau côtière et leur intégration dans des objectifs de bon état écologique par la DCE en 2000. Et donc voilà ce à quoi on se retrouve aujourd'hui. On se retrouve dans une situation où c'est bien par l'environnement qu'on rentre dans ces questions d'activité littorale et de développement local. Et donc, au-delà des pollutions organiques qui traditionnellement étaient plus visibles, cela met en visibilité la diversité des pratiques concernées qui sont souvent à la fois génératrices de pollution ou de pression et tributaires d'une eau de qualité. Et donc, ça oblige à surmonter cette séparation qui se maintient, plusieurs des intervenants l'ont souligné, entre les activités qui sont inféodées au littoral, donc les activités relevant dites de l'économie maritime, même si on la prend au sens large comme M. Kerwas, et puis celles qui, de fait, influencent le fonctionnement et le devenir du littoral, en étant parfois assez loin de celui-ci, et c'est le cas, bien sûr, de l'agriculture. Cette segmentation, beaucoup l'ont souligné, elle se voit à la fois dans les relations entre les acteurs, mais également dans les politiques publiques et également dans la production de connaissances scientifiques, où on a des communautés et des façons de travailler qui ne mettent pas toujours en évidence, y compris sur ces dynamiques politiques et sociales, le continuum terre-mer. Et on a vu à quel point c'était une demande et une attente que cette segmentation de l'espace se réduise. Alors, cinquième point que je voulais évoquer, donc on est sans doute plus qu'ailleurs en Bretagne concerné par une liaison entre qualité de l'eau et économie littorale qui est structurante et stratégique. Je dirais que c'est depuis à peu près une quinzaine d'années. Mais ça pose, c'est un étonnement donc de ma part, c'est-à-dire que ça nous paraît normal aujourd'hui qu'un débat de ce type ait lieu, mais ça conduit en fait aujourd'hui, ce dont on a parlé les trois quarts du temps, c'est de développement en général. On n'a pas forcément parlé tout le temps de littoral et d'eau, et ça gênait personne. Donc on peut dire c'est bon signe, dans le sens où ça veut dire on accède peut-être à un niveau de problématisation un petit peu large. Mais ça pose aussi question parce que il y a quelque chose de récent et de spécifique dans la façon dont on relie ces deux dimensions aujourd'hui. C'est lié à l'entrée environnementale. Et Jean-Luc Barbeau l'a dit lors de la table ronde. Il a dit à la fin c'est le milieu naturel qui décide. Et je suis pas sûre que tout le monde soit d'accord avec ça aujourd'hui. On en est peut-être là, c'est-à-dire est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une contrainte, une limite, et que c'est à partir de celle-là, de cette contrainte, de cette limite, que tout le reste doit être pensé et réorganisé. Je ne suis pas sûre que cette capacité de décision, tout le monde ait envie de l'avoir déléguée à des entités qui n'ont que des porte-paroles indirectes à la sociologie douteuse. Je me fais rire moi-même, c'est déjà bien. Donc voilà, donc on en est là, je pense, c'est que donc l'alternative telle qu'elle est formulée aujourd'hui, c'est en gros, est-ce qu'on peut être comment on peut lutter le plus contre ces passions tristes qui sont celles de la division, de la désespérance, du découragement, du conflit, l'affreux conflit, et éviter la culpabilisation, la stigmatisation. Évidemment, la crainte qu'il y a derrière, c'est qu'il ne se passe plus rien et que finalement, on reste bloqué dans notre petit marasme. Donc la question elle est un petit peu là, c'est qu'on a à la fois deux discours qui coexistent de façon assez équilibrée, celui d'une écologie positive, c'est-à-dire qu'il faut mettre en avant les expériences qui marchent, donner envie de faire, donner envie d'y aller, etc. Et puis d'un autre côté, il faut énoncer de façon très claire qu'on est extrêmement loin d'une qualité satisfaisante qui assure les conditions du bon fonctionnement des écosystèmes et de la qualité de vie des habitants. Et donc la question qu'il y a derrière, c'est qu'il y a des instruments de politique publique. Et là, quand on échange entre nous, on en vient souvent à opposer la contrainte réglementaire ou la loi, et puis d'un autre côté, le contractuel, le soft, les choses qui permettent de discuter ensemble et qui ont d'autres vertus sur le plan social. En fait, quand on écoute attentivement les interventions, on voit bien que cette dualité résiste pas à l'analyse et que c'est que l'un permet l'autre et que sans une application concertée de la loi, on n'arrive pas forcément à grand-chose, mais si la loi si la contrainte n'est pas formulée explicitement, on n'arrive pas à grand-chose non plus. Donc voilà.
Donc ça pose également la question de l'évolution de la loi et des choix politiques contemporains qui sont faits vis-à-vis de celle-ci, et notamment de la possibilité équilibrée qu'elle offre à la fois de maintenir des activités et en même temps de faire valoir dans le débat public les opinions et les positions de ceux qui se sentent de plus en plus concernés. On l'a évoqué, le niveau de concernement et de sensibilisation de la population vis-à-vis de l'état du littoral est extrêmement élevé aujourd'hui. On observe dans toutes les enquêtes sociologiques qui sont menées une élévation rapide de ce niveau de concernement, et il est fort probable qu'on observe également une océanification, on pourrait dire ça, de la préoccupation écologique à l'échelle globale, y compris chez des populations qui n'ont un rapport qu'épisodique avec le littoral. De ce côté-ci, les territoires littoraux et les acteurs du littoral ne sont pas que des acteurs de leur territoire, mais sont aussi des ambassadeurs auprès de populations plus lointaines de la protection de ces milieux. Alors, pour terminer, du côté des citoyens, que se passe-t-il ? Alors, on a vu historiquement, c'est important de rappeler cette dimension-là, c'est qu'on avait des communautés qui se sont structurés autour de ces questions-là. On a parlé de l'importance, par exemple, dans l'IFA. On n'a pas parlé vraiment directement de ça, mais Oeil-Rivière a 50 ans, et on sait à quel point le fait d'être pêcheur de saumon à la base a joué un rôle, on va dire de salmonidés en général, soyons précis, a joué un rôle dans l'émergence de cette communauté, qui a joué un rôle très très important dans la mise à l'agenda de ces questions-là en Bretagne. On a vu aussi que certaines communautés structurées, et notamment des communautés professionnelles, avaient pu œuvrer dans un sens ou dans l'autre pour obtenir une certaine orientation de l'action publique. Mais souvent, et c'est ce qui prédomine quand moi j'enquête auprès des populations indépendamment des arènes des politiques publiques, c'est le silence et la difficulté à trouver un angle, une place, un enjeu à investir dans le débat public qui prévalent. Et de fait, la discussion et la gouvernance, ça implique un nombre assez limité d'acteurs qui cumulent généralement des casquettes. La plupart des gens restent un petit peu en dehors de ça, et ils restent avec leur inquiétude et leur concernement. Donc aujourd'hui, c'est vrai, ce qu'on observe sur le littoral quand on enquête, c'est des mobilisations sociales très distribuées, très dispersées et de moins en moins encadrées. Je pense à une enquête que je fais actuellement sur la gestion de l'estran et le ramassage des laisses de mer. Vous aurez vu comme moi les initiatives individuelles ou de petits collectifs informels se multiplier de ramassage des déchets sur les littoraux. Vous aurez peut-être aussi suivi les mobilisations de Gilets jaunes, par exemple, pour tenter, et avec un succès limité, mais enfin d'instaurer des zones à défendre, par exemple à la plage du Ry, pour lutter contre les pollutions bactériologiques et défendre l'océan comme bien commun. Et on voit que ces processus de patrimonialisation un petit peu sauvages, je dirais, ne suivent pas les mêmes temporalités ni les mêmes logiques que les politiques publiques et l'institutionnalisation de ces politiques de protection. Dans ce contexte, la question des connaissances et son importance a été souvent soulignée. Et moi, je voudrais dire quelque chose d'un petit peu fort là-dessus en tant que chercheuse, c'est que la science n'est pas un moyen d'apaisement des conflits. C'est un moyen de concernement. Tous les acteurs impliqués ont souvent des hauts niveaux d'expertise et ils mènent des politiques de la connaissance, chacun de leur sens. Ils sélectionnent les connaissances qui leur offrent des prises à l'action, et c'est pas la science qui fait la paix entre les acteurs. Malheureusement peut-être, ou heureusement peut-être. Donc, dans ce contexte, c'est plus que jamais important, et cette journée en témoigne, et je suis très heureuse d'avoir pu y participer, l'importance de comprendre, de travailler et de faire travailler ce lien entre politique publique et mobilisation citoyenne, bien que ce lien soit complexe et soit souvent une épreuve, y compris pour les élus. Pour terminer, pour conclure, les travaux en anthropologie de l'eau, donc dans mon secteur, ils montrent à quel point la gestion de l'eau a eu un effet extrêmement structurant et un grand pouvoir organisateur dans de nombreuses sociétés, et ce depuis des sociétés très anciennes. Simplement, ce qui prédominait dans ce côté structurant, c'était la gestion quantitative de l'eau. Jusqu'à présent, les enjeux de gestion qualitative n'ont pas atteint du tout les mêmes résultats. L'enjeu, peut-être, ce que ça nous dit, c'est peut-être qu'aujourd'hui, on est en train d'entrer dans une période historique un petit peu différente, pleine d'enjeux, sur laquelle on n'a pas beaucoup de références, et où il faut qu'on arrive à trouver les moyens
de se coordonner, de se structurer autour des enjeux de qualité de l'eau. Le fait de relier plus qu'on ne l'a fait, et ça a été évoqué aussi dans les débats, qualité et quantité, c'est-à-dire de ne pas isoler l'enjeu qualité au regard de la gestion globale de la ressource, peut nous y aider. Je vous remercie. Bon, malheureusement, on a dépassé un peu l'heure. Ça veut dire que les débats étaient très intéressants aussi. Ça a été capté normalement en entièreté de la réunion. Donc on verra comment on distribue après aux personnes qui ont assisté. Bon,